Chers élèves, nous allons continuer le cours de géologie et nous allons l'entamer par la description de la structure interne de la Terre. La Terre est composée de 3 grandes parties. Nous avons la croûte, ensuite nous avons le manteau et enfin la partie la plus interne est le noyau. Le rayon de la Terre est de 6371 km. Bien entendu, on a pu avoir donc ce rayon avec beaucoup de détails, ainsi que la structure et la nature des roches de chaque partie de la Terre grâce à l'étude des angles sismiques. Donc nous allons commencer par la croûte qui est la partie la plus superficielle. Ici, comme vous voyez sur le schéma, j'ai en orange la croûte continentale. C'est les roches qui forment donc la première partie la plus superficielle de la Terre et vu qu'il se trouve au niveau des continents, donc on l'appelle croûte continentale. Et ici, j'ai la croûte océanique, c'est-à-dire les roches qui se trouvent dans les fonds océaniques. Ces croûtes sont de nature différente. La croûte continentale est formée essentiellement de granit, qui a une densité d'environ 2,7. Par contre, la croûte océanique est formée essentiellement de basalte, qui a une densité de 3,2. Donc la croûte océanique est beaucoup plus dense que la croûte continentale et nous allons voir que ça va avoir un rôle important lors de la formation des chaînes de montagnes. Sous la croûte, nous avons le manteau qui est ici donc composé de 3 parties. La partie verte qu'on appelle le manteau supérieur, la partie rose qu'on appelle le manteau moyen ou l'asténosphère, c'est le nom scientifique du manteau moyen, et enfin nous avons le manteau inférieur. Puis sous le manteau, nous avons le noyau de la Terre. Le noyau est lui-même formé d'un noyau externe et d'un noyau interne, ou ce qu'on appelle également la graine. Les roches, bien entendu, qui forment chaque partie sont différentes. J'ai dit que la croûte continentale est formée essentiellement de granit. La couche océanique, la croûte océanique est formée de basalte. Et puis le manteau est formé donc d'une roche qu'on appelle la péridotite. On constate également que quand on passe de la surface vers le noyau, la densité augmente. Mais à certains endroits, nous avons un passage brutal, donc une augmentation brutale de la densité, ce qui nous donne ce qu'on appelle des discontinuités. Donc une discontinuité, c'est un endroit, c'est vraiment la limite entre 2 endroits où on passe d'une densité à une autre beaucoup plus grande que la précédente, d'une façon très rapide. Donc j'ai ma première discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Mohs, qui est ici, qui va se trouver entre la croûte et le manteau supérieur. La deuxième discontinuité est celle de Gutenberg, qui se trouve entre le manteau inférieur et le noyau externe. Et enfin, la troisième discontinuité, elle va se trouver entre le noyau externe et le noyau interne. Nous, en géologie, on travaille avec la notion de lithosphère. Alors, qu'est-ce que la lithosphère? La lithosphère, c'est la croûte continentale avec le manteau supérieur qui se trouve en dessous. Donc, la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau supérieur qui est en dessous. Si la croûte est continentale, alors on parle de lithosphère continentale. Si on est dans une zone où il y a la croûte océanique, on va parler de lithosphère océanique. Aussi, en géographie, on parle de notion de continent. Mais en géologie, on parle de plaque. Qu'est-ce que la plaque? La plaque, c'est donc un endroit qui est assez large, qui se compose donc de la lithosphère continentale avec la lithosphère océanique qui la voisine. Donc nous avons des plaques formées donc de la lithosphère océanique
et continentales. Et nous avons des lithosphères 100% océaniques. En revanche, il n'existe pas de plaques 100% continentales. Alors, comment on réalise ces bordures? Eh bien, ces bordures sont des zones actives et qui vont nous permettre de délimiter donc notre plaque. Nous avons trois zones. Nous avons donc trois zones de contact. Ce sont des zones actives où nous avons une activité sismique et une activité volcanique. Nous avons des zones de convergence où les plaques vont se rapprocher entre elles. Nous avons des zones de divergence, c'est des zones où les plaques vont s'éloigner, c'est notamment les dorsales océaniques dont on a parlé dans la première vidéo. Et nous avons des zones coulissantes où je vais voir vraiment donc, un coulissage entre deux plaques. Maintenant, nous allons passer à la notion de chaînes montagneuses récentes. Alors, pour parler des chaînes montagneuses récentes, nous allons parler de deux chaînes de montagnes connues, le Grand Atlas, qui se trouve donc dans cette zone, donc au niveau du continent africain, dans le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Tunisie. Et en face, nous avons les Alpes qui vont passer en Europe. Ces deux montagnes, ces deux chaînes ont été créées et formées lors de la même période. Et pourtant, les chaînes alpines sont qualifiées de chaînes montagneuses récentes. Ceci nous laisse penser que cette appellation de récente n'a pas de relation avec l'âge, mais plutôt avec le mode de formation de ces montagnes. Donc, quand je parle, par exemple, des chaînes du Grand Atlas, ce sont des chaînes qui ont été formées à 100% au niveau de la plaque, à l'intérieur de la plaque africaine. Par contre, les chaînes alpines, elles sont formées au niveau de la zone de convergence qui est donc ici, que je montre ici. Donc, les chaînes montagneuses qui se forment au niveau des zones de convergence entre les plaques, ici la plaque eurasienne et la plaque africaine, on les appelle des chaînes montagneuses récentes. Par contre, une chaîne montagneuse qui se forme à l'intérieur d'une même plaque ne sont pas qualifiées ne sont pas qualifiées de chaînes récentes. Je vous remercie pour votre attention et puis nous passerons dans la vidéo prochaine au type de chaînes montagneuses récentes.